Bon après-midi, Tatiana et Ricardo, comment ça va? Ça va super bien. Très bien, très bien. Bienvenue au podcast Go Wild. Ben, merci beaucoup de ton invitation, Maude. On est vraiment excités d'être ici. Honnêtement, j'ai beau concours de circonstances. On a connecté via les réseaux sociaux, via Instagram. Merci à Tatiana de m'avoir écrit parce que honnêtement, notre petit appel qu'on a fait, screening call pour juste apprendre à se connaître puis parler un petit peu de vos vies de voyageurs, on est allé chercher une niche que j'avais pas abordée encore puis je suis super contente, qui est le road trip. Vous êtes des amateurs, vous êtes un couple dynamique que j'ai vraiment appris à connaître dans la dernière semaine puis qu'honnêtement, j'adore. Je vous aime déjà. Puis en plus, on est voisins. Fait que donc, on peut dire que le voyage, c'était vraiment la pierre angulaire de votre couple, de votre relation. Comme je le disais, vous êtes des amoureux de road trip. Vous avez d'ailleurs initié votre enfant l'année passée à son premier road trip. Il avait que quelques mois. Puis on peut dire aussi que vous formez vraiment une belle équipe. Ensemble, vous arrivez à faire d'une idée un peu farfelue ou du moins quelque chose d'inimaginable ou un peu out of the box, hors des sentiers battus, vous le concrétisez. Puis c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, l'idée du road trip qui vous a emmené toutes sortes de péripéties, puis qui vous a amené vraiment à avoir des moments privilégiés dans différents pays avec différentes personnes. Donc encore une fois, bienvenue. Bon, ben merci. Ben, merci encore une fois de nous donner le privilège de raconter un peu nos aventures, là, puis de nous permettre de revivre tout ça, là, surtout en ce moment là, où on est un petit peu en manque de voyage. Tout à fait. Mais je pense que c'est aussi le but du podcast. Hein? Puis, en tant que voyageur, on aime ça. Tu sais, on est des gens qui aiment découvrir, on aime ça rencontrer de nouvelles personnes. Puis, je pense que le podcast, c'est vraiment une belle façon justement de stimuler ça. Donc, écoutez, avant d'aller dans le vif du sujet, dans le vif de vos différents voyages, puis de takeaway, j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu, peut-être dire un petit qui vous êtes et ce que vous faites. Mm-hmm. Je vais te laisser commencer. Bon, parfait. Je m'appelle Ricardo. Je suis arrivé au Québec. C'était mon premier grand voyage, en fait, en arrivant ici en 97, de l'Angleterre, d'origine. Puis ensuite de ça, mon trajet a fait en sorte que j'ai poursuivi mes études en communication de médias. Puis là, je me trouve dans le domaine du transport. Je travaille présentement à la voie maritime comme contrôleur de trafic. Excellent, excellent. Et toi, Tatiana? Donc, moi, je m'appelle Tatiana, je suis la femme de Ricardo. Et beaucoup plus. Et beaucoup plus, la mère d'un petit garçon. Et moi, je suis physiothérapeute dans la vie. Puis, ce que j'aime faire sur le sideline, si je peux dire, là, c'est certain que c'est voyager. Puis, c'est un peu la passion commune de Ricardo et moi. Là. Mm-hmm. C'est la raison de notre présence aujourd'hui à ton podcast. Oui. Puis, en fait, j'ai envie de vous poser la question tout de suite. Je trouve que, en fait, qu'est-ce qui vous fait aimer tant le road trip? Pourquoi est-ce que le road trip vous a autant accroché? Je trouve que c'est une façon originale de voyager dans le sens qu'on ne suit pas une certaine trajet. Tu es toujours libre avec un véhicule. Tu n'as pas à courir après un train, un avion ou un autobus. Là, tu peux aller où ce que tu veux, quand tu veux. On sent un petit peu plus des sentiers battus. Puis aussi, ça nous permet de toujours avoir un toit. Être mal pris, mais toujours dormir dans la voiture. Ça ouvre une porte à un autre monde qui ne fait pas partie des tours guidés ou des voyages organisés. Mm-hmm. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Nous, on a commencé... le voyage, c'est vraiment quelque chose qui nous a intéressés les deux depuis longtemps. Là. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Et au départ, on a fait beaucoup de voyages style touriste. Puis tranquillement, je pense qu'on s'est plutôt tourné vers de passer du tourisme à devenir plus des voyageurs. Puis le road trip rentre dans cette catégorie-là où on n'est pas, on part un peu plus à l'aventure. On va pas répéter nécessairement ce qu'on connaît ici dans d'autres pays, mais plutôt on va vraiment, on sort des sentiers battus. Puis le road trip nous permet aussi là de vivre des imprévus, puis de peut-être aussi provoquer le destin pour rencontrer. Aller à la rencontre de l'autre. Là. Donc, il y a tout ça qui nous plaît, en plus de la liberté que ça donne là, par rapport à l'itinéraire. Mm-hmm. Mais j'ai envie
comme d'aller pousser ça un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je me souviens très bien, la dernière fois qu'on s'était parlé, vous m'aviez dit que c'est un désir de faire aller votre système D aussi. Donc, d'un peu de créer des situations, surtout au niveau autour de la voiture, qui amènent à rencontrer l'autre. Donc, tu sais, des situations un petit peu, des fois, irréelles ou un bris mécanique ou peu importe. Puis je pense que ça vous a permis de rencontrer, de faire des belles rencontres vraiment authentiques. Oui, ouais, c'est sûr. On se crée un contexte où il n'y a pas mécano ni l'un ni l'autre, malgré que là, on n'est pas si pire. On a amélioré nos... Oui, on pourra s'en jaser avec vos longs road trips. C'est ça. Mais non, je pense que c'est ça. On se crée un contexte où tu es un peu, pas fragile, mais en n'ayant pas beaucoup de base de mécanique, ben, moindrement qu'il y ait un bris avec la voiture, ben, il faut que tu trouves une solution. Là. Tu ne peux pas juste rester assis derrière le volant à pleurer. Ben, tu peux, mais pas trop longtemps. Ça fait en sorte que tu fais des rencontres souvent de mécaniciens. Ou même des gens sur la rue qui veulent juste te donner un coup de main parce qu'ils voient que tu es en détresse ou que tu as besoin d'un coup de main ou clairement qu'ils voient qu'on ne sait pas ce qu'on fait là, non plus. Là. C'est ça. Nous aider, ça provoque les rencontres, ça c'est sûr, ce voyage-là. Puis j'ai envie de mettre au parfum un petit peu les gens qui nous écoutent pour qu'ils comprennent tout le bagage, l'historique de road trip que vous avez. Puis on pourra aller un petit peu plus dans le détail dans chacun d'entre eux. Mais d'abord, vous avez fait, en fait, Ricardo, tu as fait une traversée des États-Unis en autobus scolaire qui avait été transformé en maison mobile. Et ça, c'était en 2009. Ensuite, les deux ensemble, il y a eu le Costa Rica en Jeep en 2012. Et là, il y a vraiment eu un moment où c'était comme la piqûre. Puis ça, je souhaite y aller directement après. Je veux savoir c'était quoi cette piqûre-là. Ensuite, vous avez fait la traversée de l'Inde en tuk-tuk. C'était vous qui le conduisiez. Là. C'était votre tuk-tuk qui avait vraiment un nom fabuleux. Vous avez parcouru 6000 km et ça, c'était en 2013. Pas fini. Voyage de noces, OK? On ne va pas dans un tout inclus, là. On se fait un 35 000 km. Vous traversez l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, qui est l'ancienne URSS, la Mongolie, puis vous tentez d'atteindre la ville la plus froide au monde, qui est le Oulan-Bator. Donc, il y a eu une course contre la montre là-dedans aussi. On pourra s'en jaser. Mais j'ai envie d'aller sur ce moment au Costa Rica en 2012. Pourquoi est-ce que ça a été le moment de la piqûre pour le road trip? Je te laisse. Oui, ben, je pense que c'était justement la liberté que ça nous donnait. Le fait qu'on s'est ramassé dans les endroits où jamais qu'on aurait pu avoir accès en autobus. Parce qu'on a pris des autobus aussi, dans tous les autres voyages. Là, on a toujours voyagé des avions, des autobus, trains, tout ce que tu veux. Mais je me rappelle clairement, il y avait une nuit où on était tout seul dans la voiture, il faisait noir partout, on était dans les montagnes, il y avait des ruisseaux partout, puis on traversait de l'eau avec le Jeep qui était mon côté petit garçon, il est sorti. Là, oui, téméraire. Je trouvais ça fantastique, juste les paysages qu'on voyait dans ces pays-là. Que jamais on n'aurait jamais découvert ces endroits-là sans avoir notre propre véhicule. Aussi, ben, je pense que c'est la première fois qu'on dormait aussi dans un véhicule comme ça. Oui, c'est la première fois aussi qu'on expérimentait un peu l'inconfort, puis où on sortait vraiment plus de nos repères ou de ce qu'on connaissait un petit peu plus là, dans le cadre, parce que avec le Jeep, ça nous permettait de dormir dedans, de conduire la nuit, de se perdre un peu, même si c'est un petit pays, le Costa Rica, là, on est arrivé quand même à se perdre. Puis, de fait qu'on expérimente tout ça, ben c'est vraiment là qu'on a réalisé que voyager comme ça, c'est vraiment une invitation là, un peu à sortir de cette zone de confort-là puis à confronter un peu toi-même, ce que tu connais, puis tes premiers réflexes, tes premières réactions, à aller vers d'autres choses, puis à faire preuve un petit peu plus de souplesse. Puis je pense que c'est ça qui nous a plu au Costa Rica. Cette souplesse-là, oui, du voyage, du road trip, mais aussi de l'espèce de souplesse mentale que ça t'exige de partir du voyage comme ça. Puis à partir de là, ben, on ne voyait pas vraiment retourner à notre ancien style de voyage. Là. Ouais. Mais quand vous dites dormir dans le Jeep, donc tout le long du voyage, le Jeep était votre hôtel? Au Costa Rica,
non. Non, OK, OK. Pas mal. Ouais. Pas mal, OK. Mais quand même qu'on se lave, là. Mais, Oui, j'avoue. commencer dans des endroits où Costa Rica, c'est quand même un pays qui est développé, Oui. fait que c'était facile à trouver des endroits une fois de temps en temps quand on voulait dormir à plat et pas. Ouais. Non, c'est ça. Un certain confort, des fois, ça fait du bien quand même. Exactement. Est-ce que vous avez eu un moment, justement, marquant de ce voyage-là? On vous parle du Costa Rica, là, puis c'est tout de suite cette scène-là ou ce souvenir-là qui vous vient en tête. Mm-hmm. Ben, quand on était complètement dans le sud du Costa Rica, dans la péninsule de Oro, où on devait traverser une route, mais une route de terre avec des arbres qui traversaient la route ou des grosses flaques d'eau. Là, c'était vraiment ma première expérience là, de Québécoise là, qui connaît les routes asphaltées puis qui connaît le système routier, où là j'expérimentais ce que je voyais des fois dans des reportages ou dans des magazines de off-road. Puis ça c'est vraiment, ça m'a vraiment marqué à ce moment-là. Puis de pousser un peu la machine de traverser, de ne pas trop savoir où on s'en va. À chaque fois qu'on traversait une route qui était ensevelie d'eau, on se disait, mon Dieu, on va rester pris. Mais là, c'est la première fois que je le vivais vraiment. Là. OK. Puis, en fait, j'ai envie de tranquillement migrer vers la seconde expérience. On s'entend que c'était peut-être un peu plus de kilomètres. Moi, je suis allée en Inde. OK, je vais être honnête avec vous. Puis l'expérience que j'ai du tuk-tuk, c'est un monsieur indien qui conduisait le tuk-tuk et tout ça pour certaines distances. Je pense que le maximum que j'ai fait, c'est 3 heures. Fait que je peux pas imaginer non seulement conduire son propre tuk-tuk, ben l'acheter aussi. En fait, parlez-moi un petit peu de la logistique, parce qu'il y a peut-être des gens que ça va intéresser, qui auraient envie de vivre cette expérience-là. Fait que comment ça s'est passé un peu au niveau de la planification de traverser l'Inde en tuk-tuk? Ça, c'était un peu un entre-deux, parce que c'était un voyage, c'était pas organisé, mais on a trouvé une compagnie qui s'appelait The Adventurists. OK. Ils organisent des petits voyages d'aventure comme ça. Pas des petits, ils organisent des voyages d'aventure comme ça. Fait que c'était pas une bonne cause. Pour participer, il fallait que tu amasses des fonds pour une charité de ton choix pour avoir accès à cette voyage. Tout ce qu'eux, ils donnaient avec la jungle, parce qu'il fallait que tu payes quand même pour rentrer là aussi, ils donnaient le tuk-tuk, et que tu acheté le tuk-tuk, si on veut. Puis ils donnaient un point de départ, puis une destination finale. Le reste était libre à toi-même. Fait que tu faisais, on a planifié le voyage autour de notre départ puis notre destination finale. Puis, je pense qu'on était l'équipe qui a fait le plus de kilométrage de loin. Ah oui. Vous étiez déguisé en vache aussi. En tout cas, il y a une vidéo à l'appui de votre épopée, puis parce que le tuk-tuk s'appelle la vache qui rit. Y a-t-il une raison? Sacré de l'Inde, là. Fait qu'on a fait peindre notre tuk-tuk en vache, puis oui, il y a certains d'entre nous qui étaient déguisés en vache, en effet. C'est vrai. On était all-in. Mais il y avait, pour l'organisation, il y avait des endroits que nous, on voulait absolument éviter des grandes villes, en fait. On voulait avoir une expérience plus hors la norme. Puis la seule chose qu'on voulait voir, c'était le Taj Mahal. C'était super impressionnant, mais je disais c'était peut-être l'endroit autour Agra, c'était peut-être le moment le moins fun, justement, parce qu'il y avait beaucoup d'achalandage, puis c'était... Là, on s'est senti... C'était une grande ville, c'est ça. On s'est senti très... je pourrais dire ça. Pas notre zone de confort, mais c'est pas ça qu'on a cherché de ce voyage. Plus d'aventure, plus aller dans le paysage indien. Parce que nous, quand on se perdait dans des petits villages, tu as été en Inde, les villages, des fois, ne sont pas répertoriés sur la map parce qu'il y en a tellement qui sont un peu organiques. Puis on arrivait dans ces petits villages-là. Derrière l'autoroute, tu marchais un petit peu, puis là, on tombait dans un village qui était comme improvisé avec des petites maisons, puis où il y avait juste des femmes puis des enfants parce que les maris étaient partis travailler dans la journée ou jouer au cricket, c'est ça. Pour vrai? Mais ça, on tripait parce que c'était des images de l'Inde qu'on connaissait pas, puis
eux autres aussi tripaient de voir arriver un tuk-tuk en vache, puis nous autres, on était déguisés en vache, puis là, la connexion avec les gens, c'était extraordinaire, là, les gens, ils nous ouvraient ils nous accueillaient à bras ouverts, puis avec une curiosité aussi de voir des gens sortir des autobus, puis des trains habituels des grandes zones touristiques de l'Inde, parce que, bon, l'Inde a quand même un circuit touristique bien rodé, là, mais nous, on arrivait, là, puis les villes, les villages qu'on a visités, je peux pas savoir. Non, c'est ça. En termes de zone, mettons, votre itinéraire, vous disiez que vous aviez un début, une fin, mais est-ce que vous êtes rendu jusque, mettons, à Simla, dans l'Himalaya, ou c'était quoi un peu les 2 points arrivée-départ, arrivée-fin? On a commencé à Kochi, dans le sud-ouest, en sud pas Bombay, mais on était sur la côte sud-ouest, en fait, à Kochi. Donc, il y a beaucoup de plantations de thé. C'est très vert, très humide aussi. Très humide, très chaud, très humide. Ouais. C'est là qu'on a parti le point de départ, c'était là. Puis nous, on devait se rendre à Shillong, qui est complètement dans le nord, nord-est du pays. Mais comme l'expliquait Ricardo, on se disait, on est en Inde, on va aller voir le Taj Mahal, qu'avec le recul, peut-être, c'était pas nécessaire d'aller voir parce que c'est vraiment pas représentatif de l'Inde, là. Le Taj Mahal, là, ça représente la richesse, mais le reste du pays est complètement différent de ce que peut incarner le Taj Mahal. Mais on voulait le voir parce qu'on se disait, on est là, on ne sait pas si on va revenir un jour, donc on va aller le voir. Mais ça, c'est complètement central-ouest. Donc, c'est pour ça qu'on s'est ramassé avec l'équipe qui faisait le plus de kilométrage parce qu'on voulait absolument aller passer par là avant de faire une ligne droite, au lieu de faire une ligne droite pour se rendre à Shillong. C'est là aussi qu'on s'est rendu en arrivant. On était une des dernières équipes à arriver aussi, mais on s'est rendu compte peut-être qu'on était un peu hors norme aussi parce que la plupart des autres équipes, ils ont juste longé la côte parce qu'ils voulaient être à la plage, puis se reposer, puis profiter du pays d'une autre manière. Tandis que nous, tous les jours, c'était rendu qu'on faisait, chaque fois qu'on avait une grille mécanique, on mettait une clé. Clé sur le tuk-tuk. Chaque fois qu'on allait chez le mécanicien, c'était le clé. Ouais. Combien de clés au total vous avez cumulé? Il y en avait beaucoup. C'était presque un par jour. Je sais que les bris, là, c'était plus qu'une fois par jour. Puis les clés pour aller, les visites chez les mécaniciens, c'était presque une fois par jour. Ah oui. Wow! À prévoir dans l'horaire, dans le fond, si je comprends bien. Il va y avoir une visite au garagiste. C'est comme la même puissance qu'une tondeuse. Je veux dire, c'est sûr que c'est pas fait pour parcourir ce genre de kilomètres. Puis d'être sur l'autoroute aussi. Tu sais, nous, on voulait avec des 18 roues, là, puis là, nous, on était avec le tuk-tuk sur l'autoroute indienne où il y avait juste des 18 roues puis des autobus qui prenaient l'autoroute pour traverser l'Inde. Les animaux. Les animaux, oui, c'est ça. Les gens qui s'emmènent dans toutes les directions, tous les sens. Ouais. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais quand on avait été quand on a fait ce road trip-là, ce tuk-tuk trip-là, il y avait un grand plan national de nationaliser les routes, sauf que, pour connecter justement le sud au nord puis l'est à l'ouest de l'Inde pour permettre qu'il y ait des autoroutes efficaces. Mais nous, quand on était là, les routes étaient à moitié en construction. Il y avait des grands pans de l'autoroute ou des chemins qu'on prenait que c'était des dunes de sable. C'était du sable, c'était de la terre. Donc, clairement, les tuk-tuk n'étaient pas faits pour traverser ça. Là, on est tellement restés sur l'autoroute. Mais c'est ça, moi, j'ai le tuk-tuk en tête. C'est comme déplacement en ville. On dirait que j'essaie de vous voir. En fait, je vous vois parce que j'ai vu votre vidéo puis j'invite ceux qui nous écoutent à aller la voir. Elle est magnifique. Je trouve ça, en tout cas, j'en parle, j'ai des frissons, mais je trouve qu'elle est tellement bien faite. Beaucoup de chaleur humaine. Mais ma question pour vous autres, quelqu'un qui a envie de faire ce trip-là hors des sentiers battus, quelles sont les choses que vous auriez aimé savoir avant, en termes de tuk-tuk, en termes de logistique? En termes de tuk-tuk, il faut un bon bras gauche parce que souvent, installé, ça part avec une espèce de crank. Je ne sais pas comment dire, mais il fallait toujours le partir comme une tondeuse. Là. Fait qu'il faudrait travailler le bras gauche surtout.
Ouais, une bonne puissance. Puis peut-être des bouchons Ah d'oreilles. oui. Ah Parce oui. que je pense qu'on a laissé un peu de notre vie en Inde, effectivement. Oui, c'est sûr qu'on a perdu de l'audition. Ah oui. Oui, parce que il n'y a pas d'habitacle, un tuk-tuk. C'est juste la carrosserie puis le moteur. Donc, le bruit que ça fait, plus le bruit d'autoroute, là, c'est clair que depuis ce temps-là, on entend moins bien. Puis, ouais, ce serait un conseil. Apporter des bouchons pour les oreilles pour protéger l'ouïe. Sinon, je pense qu'avec le recul, le refaire, j'apporterais plus de choses à donner aux gens qu'on croisait. Pas nécessairement de l'argent ou pas du tout comme ça, mais on rencontrait des gens, par exemple, où on prenait des photos avec notre téléphone cellulaire, puis on disait, on va vous l'envoyer par courriel, mais les gens n'avaient pas de courriel. Donc, j'aurais aimé ça apporter comme un Polaroid pour laisser les photos. Ça, on l'a fait par la suite dans nos autres road trips, mais ça c'était quelque chose que le refaire, là, puis pouvoir laisser justement à tous les enfants qu'on croisait, aux personnes qui ne voyaient pas de Nord-Américains, là, de leur laisser ce souvenir-là, je pense que ça aurait été chouette. Là. Vraiment. Non, c'est drôle, j'en dirais que ça me transporte dans mon voyage en Inde, puis effectivement, la photo, l'idée de prendre des photos, cette curiosité-là qu'ils ont, puis de vouloir, c'est ça, garder un souvenir avec eux, là. En tout cas, la photo est omniprésente, fait que c'est une bonne idée, le Polaroid. C'est vraiment une bonne idée. Ah oui, je le recommande à tout le monde, le Polaroid, parce que c'est tout de suite un souvenir instantané, puis les gens l'apprécient beaucoup. Nous, on l'a fait, c'est ça, par la suite. Puis, tout comme votre voyage au Costa Rica, j'ai envie de vous demander, vous pensez à l'Inde, vous pensez à votre tuk-tuk, ça a été quoi un coin, un endroit marquant? Ça peut être un go-to, ou en tout cas, l'endroit qui vous vient en tête tout de suite. En Inde? Ben, moi, c'est un drôle d'exemple, mais c'est Doom. Le quoi? C'est une ville qui s'appelait Doom. Doom. Et bon, nous, quand on est arrivé en Inde, on s'est dit, on ne va pas conduire la nuit. Parce que c'est dangereux peut-être de conduire en tuk-tuk la nuit. Il y a peut-être des endroits qui pourraient nous mettre dans des situations risquées. Donc, on ne prend pas ce risque-là. La première chose qu'on fait, c'est qu'à toutes les nuits, on a roulé parce que on se perdait tellement dans la journée, on avait tellement de problèmes, on avançait, les kilomètres ne s'accumulaient pas qu'on finissait toujours par rouler une portion de la nuit puis arriver dans des villes qui étaient fermées à partir de 10 heures le soir, il n'y avait plus rien. Puis d'où une ville où il faisait tellement chaud que les gens, ils dormaient tous à l'extérieur de leur maison, dans la rue, par terre. Donc, on arrive dans cette ville-là, il fait complètement noir. Nous, on est perdus, on ne sait pas on est où. On comprend qu'on est dans cette ville-là qui s'appelle comme ça. Puis, on voit que des cadavres dans la rue, couchés partout. Mais on réalise que c'est les gens qui dorment. Ça a l'air là, d'une vision apocalyptique de ville de zombies où les gens sont morts. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué là, du voyage, de voir que les gens, ils ont chaud, ben, ils sortent dehors dormir. Je ne pouvais pas concevoir ça. Je trouvais ça tellement cool. En même temps, après ça, quand on a compris que c'était pas des cadavres. Walking Dead, mais oui! Il y a plein de... Tu sais, une ville ou un village, peu importe, tout à la différence, puis plus séparant la nuit. Souvent, on conduisait plus tard que prévu parce qu'on n'arrivait pas à trouver un hôtel ou quoi que ce soit. Fait on va aller voir la prochaine sortie, on va aller se promener un petit peu plus. Puis, il y avait une nuit qu'on a trouvé un hôtel. C'était une des dernières nuits qu'on était là. Puis, on était tellement crevés. On arrive là, on fait le check-in. Puis, avant d'arriver à l'hôtel, il y avait une espèce de cérémonie religieux qui se faisait. Là, il y avait une vingtaine de personnes qui faisaient juste crier fort. Un boucan qui sortait d'un trou qui était en train de faire. C'était un petit peu épeurant. Et là, on était tellement contents juste de se rendre à l'hôtel. Fait qu'on arrive là, on a fait le check-in, puis c'était compliqué. Faire l'inscription dans les hôtels là-bas. Il fallait laisser plein d'informations, photocopie de passeport. Puis là, je pense qu'ils nous ont demandé à quelle heure qu'on pensait partir le lendemain. Là, on avait mis, je pense, 5 heures du matin parce qu'il fallait qu'on se lève tôt pour faire de la route. Là, on arrive dans la chambre. Puis, on entend toujours les gens qui crient dehors, qui chantent. Puis, c'était une chante de guerre, quasiment à répétition.
Puis je me rappelle, il y avait du sang un peu sur les murs. Tu sais, l'ensemble faisait en sorte qu'on avait un petit peu peur. On dit, OK, on va s'endormir. Là. Tu sais, on continue à entendre le chant. Puis vers 5h moins quart du matin, on entend « Toc, toc, toc! Wake up! Open the door! » Fait que là, on était comme au 3e étage, on ne pouvait pas se sauver nulle part. Puis là, ça continue. On est là, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore le bruit, là. Il y a encore du monde qui chante dehors. Là, il y a 2 hommes agressifs à la porte qui veulent rentrer pour X raison. Puis on n'avait rien dans la chambre. On n'avait rien pour se protéger. On ne pouvait pas se sauver. Et là, on s'est regardé puis on a dit il va falloir qu'on ouvre la porte. Open the change de courage. C'est ça. C'était vraiment Open the door. Ouais, mais c'est qui? Open the door. Donc là, on a comme ouvert la porte. Ouais. Puis c'était 2 petits Indiens super joyeux. Wake up call, mister. On voulait partir tôt, les autres, ils s'en venaient. C'est pas gentillesse pour nous réveiller, là. Mais c'était. Ouais. Oh mon Dieu! C'était comme agressif quand même, comme wake up call, hein? Oui. C'était agressif, puis c'est comment, tu sais, ton cerveau spin, là, vers, OK, c'est un scénario catastrophe, là. Non, c'était juste nous réveiller. Oh mon Dieu! Et avant les anecdotes, je pense que c'est la chaleur humaine, là, des gens qu'on rencontrait, tu sais, puis il y a tellement des gens partout. À chaque fois qu'on arrêtait le tuk-tuk quelque part, là, je ne sais pas d'où arrivaient les gens, mais en moins de 15 secondes, là, le tuk-tuk était toujours, là, on était entouré de gens. Mais, tu sais, à chaque fois, je vais dire, mon Dieu, il pourrait nous battre ou il pourrait nous arriver, il pourrait se mettre contre nous puis vouloir nous voler, je ne sais pas, penser qu'on a de l'argent. Mais c'était jamais ça. C'était juste comme de la curiosité de venir vers nous, de nous toucher, de nous serrer la main, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on faisait là. Puis c'était toujours positif. Là. Toutes les rencontres qu'on faisait, là, c'était vraiment extraordinaire. Là. Ces moments-là de chaleur humaine, comme tu l'as mentionné là, au début. Pas toujours ça. Que des fois, en passant, des fois, on n'arrêtait même pas le tuk-tuk. Ils nous couraient après sur la route en tuk-tuk aussi. Il y avait une fois qu'il y avait 3 jeunes qui nous ont donné un sac avec 3 bières froides dedans pendant qu'on roulait sur l'autoroute. on s'est avancé chez eux à souper ensemble. Mais c'était tout ça. C'était la curiosité des gens qui étaient autant curieux que nous, puis ouverts d'esprit. Puis c'était vraiment ça. Parce que je pense que c'était une des raisons pourquoi on voulait éviter des grandes villes en Inde. Parce que les gens qu'on connaît, qui sont allés, tu dis, tu vas voir l'Inde, ça pue, c'est sale, c'est c'est ça. Il y a de la pauvreté partout. Puis, il y a de la richesse aussi. Mais, puis, pas qu'on ne voulait pas voir, il n'y a personne qui veut voir la misère humaine, mais en s'en allant dans les villages, puis en se perdant à tous les jours, les rencontres qu'on s'est faites, jamais qu'on a ressenti de la pauvreté. C'est des gens qui vivaient autrement, mais pleinement. Puis qui nous accueillent, qui nous ont accueillis, là, les bras ouverts. On était 2 inconnus, là. Mais c'était les rencontres comme ça, pures. Je pense que c'est ça qu'on recherchait là, qu'on recherche aujourd'hui, puis qu'on va continuer à rechercher quand on voyage, c'est ces rencontres-là. Je pense sortir des sentiers touristiques, sortir du cadre, de l'étiquette du touriste blanc là, qui a de l'argent puis qui peut tout payer puis tout acheter. Sortir de ce cadre-là puis vraiment aller à la rencontre des humains puis de relativiser aussi ce qui se passe dans les endroits qu'on visite, là. Mais je trouve ça intéressant, juste par le moyen de transport que vous avez choisi, c'est le fait que ce soit un petit moyen de transport, petit habitat qui s'est ouvert vers l'extérieur, versus souvent l'habitude, c'est que tu te promènes, tu te prends un taxi avec chauffeur, ou puis il va te conduire d'une ville à l'autre, ou du moins, je trouve que juste par le choix du moyen de transport, vous avez déjà un peu plus de proximité. Tout est ouvert, vous êtes ouvert vers l'extérieur. Fait que je suis sûre que juste là, ça donne un trip complètement différent, puis à vous entendre parler, ça le confirme. Mais j'ai envie de tranquillement migrer vers une autre. Je ne sais pas, Tatiana, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Pardon. Mais j'ai envie de... C'était une façon aussi de rencontrer des gens parce qu'on faisait des lifts. Ah ouais! On a déjà eu 18 personnes dans notre tuk-tuk. Non! Place, là. Il y avait du monde en arrière, sur le toit. On a 18 personnes. On a arrêté.
Oui, on prenait des gens sur le chemin. C'est comme ça qu'ils se promènent là-bas aussi. Tout le monde s'entraide. Fait que nous, oh, wow! Parquet du monde. Ils voulaient s'en aller. Ils voulaient s'en aller. Puis c'était... Je ne pas, mais il y avait un petit moment aussi là, chaud, qui faisait qu'on partageait quelque chose. C'était l'entraide, en fait. Ouais. C'est vrai que tu mentionnais, tu sais, on peut peut-être vouloir voyager dans un cadre très sécuritaire où on va avoir le contrôle, par exemple, des communications. Parce qu'on se dit, oh mon Dieu, la langue, ça va être une barrière, on ne parle pas la langue. Puis en Inde, il y a beaucoup de dialectes aussi, là, d'une région à l'autre, ça changeait rapidement. Donc, on n'arrivait pas vraiment à saisir une base linguistique qu'on pouvait répéter en avançant. Mais reste que on arrivait toujours à se faire comprendre, tu sais, puis c'est ça qui est fascinant aussi, c'est que des fois, on se met des barrières psychologiques où on se dit, oh mon Dieu, on ne pourra pas se comprendre, puis si jamais la voiture brise, puis si on est perdu, mais tu sais, en Inde, on est arrivé à faire réparer la voiture, on est arrivé à trouver une place où dormir, on est arrivé à trouver des places où manger, quand on avait besoin de quelque chose, même si on parlait vraiment rien des mêmes dialectes que les personnes qu'on rencontrait. Là. Donc, c'est vraiment ça aussi que ça nous a ouvert encore plus. On dit, OK, oui, la langue, c'est fun de pouvoir la parler quand on va quelque part pour avoir des conversations un petit peu plus élaborées, mais on est capable de bien communiquer aussi avec des grimaces. Oui, mais j'avais entendu quelque chose qui parlait de, tu sais, tout le monde parle le langage humain. De se mettre des barrières. On pourrait voyager à peu près n'importe où, quand le contact visuel, l'énergie qu'on dégage, tout ce qui est du non-verbal, c'est fou comment on peut se faire comprendre au final. Là. Donc, ça m'avait marqué, fait que de pas se mettre de barrières nécessairement. Mais c'est le fun de parler quelques mots, là. Mais on finit par l'apprendre en voyageant. Puis, ça m'amène tranquillement vers un autre de vos chapitres qui est votre mariage, parce qu'en 2015, vous vous êtes mariés en Italie et puis là, s'en suivait un beau voyage de noces qui, encore une fois, n'était pas standard et hors des sentiers battus, qui était quand même un défi en soi, puis on pourra s'en jaser là. Mais pouvez-vous juste nous décrire un peu, vous partiez de où, puis c'était quoi un peu la durée? Oui. Bien, nous, on s'est mariés, on a décidé de se marier en Italie en 2015, puis après le mariage, on s'est dit, bon, ben, tant qu'à être en Europe, on va faire un voyage de noces qui va allier nos deux passions, c'est-à-dire notre amour l'un pour l'autre, puis aussi l'amour du voyage. Donc, on a acheté un Land Rover usagé, un vieux Land Rover. C'était en quelle année? 2017, oui. OK. Puis qu'on a baptisé affectueusement Fifi Brin de Ferraille. Vous êtes tellement originaux pour les noms. Puis on s'est dit qu'on allait la conduire, nous on l'a acheté en Angleterre, qu'on allait la conduire de l'Angleterre, qu'elle allait nous amener à notre mariage. On allait se marier, on faisait un petit mariage avec juste notre famille très très proche, puis quelques amis. Puis, à partir de là, on allait partir, là, traverser, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, les STAN, donc tout ce qui est l'ancienne URSS, l'Asie centrale, pour finalement arriver en Mongolie. Notre but ultime, c'était de laisser la voiture à Ulaanbaatar, qui est la capitale de la Mongolie, pour ensuite de ça, faire la route de retour en transsibérien avec le train, traverser la Russie avec le train, puis tranquillement revenir vers notre point de départ. Mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. On a finalement dû revenir avec notre Fifi chérie. Elle ne voulait pas vous lâcher. Elle ne voulait pas nous lâcher. Elle nous a lâché plusieurs fois. Puis finalement, on a fait 36 000 kilomètres avec Fifi. Juste à point comparatif, la circonférence de la Terre, c'est 46 000 kilomètres. Donc, nous, on l'a fait 36 000 à peu près en 6 mois. Ça n'a pas d'allure. Hey, juste ça, c'est quotable. Mais j'ai envie, mettons, à refaire. C'est quoi les choses que vous feriez différemment? Puis allons-y dans cette fameuse course contre la montre du 8000 km en 9 jours.
différemment. Oui, ben c'est ça. On le ferait, je pense, l'été, là, et pas l'hiver. Oui. Oui, parce que c'est ça, c'était un voyage d'hiver. Donc, ça, c'était un élément qui était très difficile. Là. Oui, on le ferait l'été, ça, c'est clair. Puis, différemment, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ça serait fun d'avoir plus de temps. C'est sûr que ça ne marche pas toujours comme ça, là, mais ça serait le fun de faire l'été avec plus de temps pour vraiment pouvoir faire des mini-aventures pendant notre aventure. Parce que, on avait une destination finale en tête. Tout était un peu basé là-dessus. Beaucoup de routes. Mais encore une fois, on est resté loin des grandes villes quand on pouvait. Puis, je pense que c'est ça. Je prendrais plus de temps. Okay. Ça, raccourci, j'aimerais juste plus de temps. Puis il y a aussi la question, je pense, du fameux visa. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, chose à savoir, c'est que quand tu rentres en Russie avec un certain moyen de transport, même chose en Mongolie, il faut que tu ressortes avec le même moyen de transport. Fait que peut-être expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture qui a fait en sorte que vous avez dû ramener Fifi Brin d'Acier. Brin de ferraille. Ah, Brin de ferraille. Ah, je pensais que c'était le d'acier avec acier. La prochaine fois, quand on va le faire l'été, là, on va le faire le même. Mais oui, c'est ça, parce que dans le fond, on voulait, pourquoi que ça n'a pas fonctionné de laisser la voiture en Mongolie puis revenir avec notre billet de train, c'est qu'on ne pouvait pas se départir de la voiture en Mongolie. Pour faire une histoire courte, c'est des règles internes qui font en sorte que, bon, tu ne peux pas aller domper une vieille voiture, en d'autres mots, en Mongolie. Puis c'est tout à fait correct aussi, parce qu'ils ont beaucoup de voitures usagées, puis c'était devenu peut-être trop commun de faire ça, là, je ne sais pas exactement pour quelle raison. Donc, ils nous ont forcés à sortir avec la voiture parce qu'on avait toutes les frontières qu'on traversait, on les traversait avec la voiture. Puis, nous, ce qu'on s'est rendu compte en Mongolie, justement, c'est que quand tu traverses une frontière, tu as une étampe, ça, on le savait, là, qu'on avait des étampes, mais qu'il y a toujours un petit logo sur l'étampe. Donc, ça peut être soit un avion, soit une voiture, soit un train, soit un bateau. Un tuk-tuk, non, je pense que... Tu veux pas aller là en tuk-tuk? Je vous aurais trouvé vraiment téméraire, là. Ça indique si tu rentres par voie terrestre ou par voie aérienne. Puis, en Mongolie, si tu rentres par voie terrestre, tu sors par voie terrestre avec ce que tu es rentré. Donc, on s'est ramassé là, à devoir sortir la voiture là, rapidement du pays. Puis, dans cette région du monde-là, faire les visas, ça demande quand même beaucoup de préparation. C'est peut-être la chose qui a été la plus compliquée à organiser en lien avec ce road trip-là parce qu'il fallait comme que les timings fonctionnent. Puis quand tu rentres dans un pays, là, ton compteur commence. Il faut être sûr que ton compteur n'est pas fini si tu veux re-rentrer dans ce pays-là. Bref. Et c'est ce qui s'est passé pour nous en Russie, c'est qu'on était déjà rentré une première fois. La Russie, c'est un grand pays, fait qu'on était rentré une première fois dans l'extrémité ouest, puis là, on re-rentrait dans l'extrémité ouest du pays, et Est, pardon, j'ai inversé comme ma droite et ma gauche. Là, là, il y a deux droites. Non, sans arrêt, puis je mélange C'est vraiment mauvais. C'est moi qui conduis. Ouais, c'est ça. Une team de feu, là, vous vous complétez. Donc là, finalement, il nous restait sur notre visa de Russie, il nous restait 8 jours pour traverser le pays au complet, pour sortir. Ça impliquait faire presque 1000 km, fait que c'est conduire des 16 heures, vous m'avez dit. Là-dedans, vous dormez presque pas, puis c'est des températures froides, là, mais froides avec un véhicule diesel, c'est ça? Oui, c'est ça, mais qui n'était pas en bon état avec des pneus d'été. Hey, la totale! Je me dis, ça n'a même pas de bon sens qu'on faisait. Ouais. C'est complètement, complètement absurde. Mais c'était, pour donner une idée, là, nous, on pensait vendre la voiture. Mongolie, c'est comme le pays idéal pour ça, quand tu penses que tu n'auras plus jamais à conduire le véhicule parce qu'il n'y a pas de route. Tout ce que tu veux, tu fais tout ce que tu veux, tu t'en vas en ligne vers la montagne là-bas. OK. Puis, nous, on savait qu'on laissait la voiture soit là où on le vendait ou peu importe. Alors, je pense que ça faisait 4-5 jours qu'on n'avait pas parti non plus. Quand il fallut qu'on retourne à où est-ce qu'on était, à la voiture, puis qu'on a exploré toutes les possibilités de le déclarer volé, de le pousser en bas d'une falaise, de mettre le feu, de l'envoyer dans un coin à scrap.
ben, finalement, la seule chose qui marchait, c'était de plier sur notre orgueil, puis faire, ben, on n'a pas le choix. On va sauter là-dedans, puis on va se diriger vers l'ouest-est, non? Droite-gauche. Parfait, excellent. On va se diriger vers l'ouest, Oui. on ne sait pas où la route va nous amener, où ce que Fifi va nous amener, mais on va essayer de faire ce qu'on peut, parce que c'est ça, c'est tout ce qu'on peut faire, vraiment. C'est la solution qui se présentait à nous. Fait que c'était froid. On faisait notre routine, là, si on veut. C'était quoi la routine? 25, moins 30 le jour. Là. Ouais, puis la nuit, c'était très, très froid. Là. On voyait notre antigel, c'était du moins 65 degrés. Là. Oh, wow! Gelé. On s'est fait jeter niaiseux là, parce qu'il gelait. Puis en russe, ils nous ont dit, ils nous sortaient qu'est-ce qui était gelé dans le traiteur, puis ils disaient que c'est de la crème glacée. Oui, c'est ça. La voiture, elle partait plus, elle avait de la difficulté, puis on arrive au garage, puis on est comme, mais c'est quoi le problème? Encore une fois, là, on baragouinait un petit peu le russe parce qu'on avait un petit peu appris le russe parce que c'est la deuxième langue que tout le monde parle en Asie centrale. Puis le gars, il ouvre le capot, le garagiste, il ouvre le capot, puis il fait juste mettre son doigt, puis il dit Sladoled, qui veut dire c'est de la crème glacée, votre affaire, là, c'est gelé, c'est du sorbet, là. C'est pas bon, changer ça, cet antigel-là. Mais nous, on se pensait bien hot là, d'avoir acheté l'antigel pour des températures à moins 65, mais c'était pas assez. C'était pas juste ça, c'était qu'on dormait dans la voiture. Donc, oui, on faisait beaucoup de route, mais pour sauver du temps, ben, on arrivait quelque part. Souvent, notre routine, si on veut, on se réveillait, on essayait de faire 100 km avant le lever du soleil. Après ça, on arrêtait de manger une bourse. Je pense qu'on mangeait à peu près 4-5 bourses par jour. Puis ensuite, c'était de faire d'autres kilomètres. Puis juste toujours, on arrivait quelque part. La nuit, on se couchait dans la voiture. Puis, sans reculer au complet, on dormait dans nos bancs, assis. Il y avait des matins, on avait tous nos habits, on avait des douillettes par-dessus nous. S'il faisait trop froid, ben, on avait un choix à prendre. C'était soit nous enrober avec la douillette ou le moteur pour pas que ça gèle. Qui avait la couverte, le moteur ou vous? C'est ça, pareil. Ouais, souvent, c'était le moteur. Puis, il y avait des matins où tu te réveillais avec des mottes de glace dans tes cheveux tellement qu'il faisait froid dans la voiture. Wow. Ça, c'était pas le plan initial là, de vivre ça. Puis c'était pas le plan là, de se ramasser en Russie à prendre une décision où on a une course contre la montre parce que si jamais on n'arrive pas à traverser le pays, on ne sait pas quelles sont les conséquences qui peuvent nous attendre. On avait entendu toutes sortes d'histoires. Ça, ce n'était pas le plan initial. C'est juste que ça faisait partie de la game du road trip. Ça ne s'est pas produit comme que c'était planifié initialement. Puis on a dû prendre une décision où là, ben, c'était ça. Là. Puis c'était coûte que coûte. Puis on s'est bâti un horaire. Là, c'était vraiment ridicule. Mais de la tout le temps, là. J'ai envie de vous demander, je pense que dans une situation comme celle-là, tu n'as pas le choix d'être une équipe. Dans un sens, ça a dû être un beau test de couple quand même. Est-ce que vous étiez heureux? Puis, dans le sens où, c'était quoi un peu votre mindset, votre mood dans cette phase-là? Est-ce que vous étiez comme irritable, puis let's go, chérie? Ou... pas heureux, là. Je pense que c'est un moment de bonheur. Côté de toi. Oui. Mais tu sais, ça revient... Oui, il faut être une équipe, puis il faut avoir une force de caractère, puis il faut se dire que, bon, ben c'est ça qui est ça en ce moment, puis c'est pas le temps de commencer à chicaner, parce que ce sera pas nécessairement productif, là, pour arriver à nos fins. Il y avait quand même l'élément de stress puis d'inconfort quand même important, là. Mais ça fait partie du voyage, puis je pense on avait quand même une bonne stratégie. On s'était fait un plan à chaque 24 heures. Après un certain nombre de kilomètres, on faisait ça. Oui, c'est ça. On prenait une shot de vodka à chaque kilomètre. Ça détend. Ça détend. Donc, c'est ça. Mais aussi, on essayait aussi de relativiser le problème avec, oui, on a un bon sens de l'humour, on essaie de dédramatiser certaines situations, mais aussi de profiter de petites choses du moment présent
il y en a qui vont appeler ça de la pleine conscience, mais on le pratiquait beaucoup, la pleine conscience à ce moment-là. Donc, le café qu'on pouvait prendre sur la route, on essayait de l'apprécier. Le soleil qui se levait à 10 heures le matin, parce que c'est des journées très, très courtes. En Sibérie, l'hiver, on l'appréciait. Fait que, il y avait tout ça aussi qui nous permettait un petit peu de relativiser la difficulté dans laquelle on était, parce que oui, on aurait pu rester là puis pleurer puis dire oh, c'est trop difficile. Je pense que c'est ça va main dans la main avec le genre de voyage qu'on fait et qu'on aime faire. C'est de se créer un contexte où ce que tu recherches, ça les niaiseux disaient ça de même, mais tu recherches l'inconfort parce que ça te pousse à sortir de ta zone de confort, à te développer en tant d'être humain, puis d'apprendre à gérer des situations qui sont hors normes. Quand tu n'as pas le choix, c'est niaiseux peut-être dire ça de même, mais chaque problème, chaque situation, il y a toujours une solution. C'est peut-être pas celle que tu peux prendre, mais il y a toujours une solution pour chaque problème. Quand tu sais que tu n'as pas le choix, ou c'est ça la solution, tu serres tes dents, tu baisses ta tête, puis tu fais 1000 km par jour. Je pense que c'est une thématique qu'on a vécue souvent dans nos voyages. Puis, il y a une petite partie, c'est peut-être nous qui ne sommes pas bien, qui ne sommes pas bien, mais je pense qu'il y a une petite partie de nous qui aime ça. Parce que tu apprends beaucoup sur toi-même, puis tu as une plus grande valise d'expérience, puis ça te fait en sorte que tu relativises des choses aussi. Puis, tu sais, dans la vie qu'on vit, ici, nous, on habite à Montréal, on a des jobs, on a une routine, on devient un petit peu aseptisé aussi, puis même dans notre société, on aseptise beaucoup l'inconfort ou la difficulté ou même la douleur, là, si je peux parler en tant que physio. C'est comme des sentiments anormaux d'avoir peur, d'être pas confortable. Puis ça, de vivre une expérience comme ça, où tu t'expérimentes toutes ces émotions-là, puis ces états d'âme-là, je trouve que ça te reconnecte aussi un petit peu avec l'individu que t'es, avec tes forces, tes faiblesses, puis aussi, en tant qu'équipe aussi, c'est sûr que Ricardo, il a ses forces, puis moi, j'ai peut-être d'autres forces, puis ça nous permet de voir aussi d'autres aspects que des fois, on est un peu sur le pilote automatique dans la vie. Tellement. On va chercher comme d'autres specs de qui on est, d'autres... on va se stimuler autrement. Puis c'est drôle parce que, Tatiana, tu m'amènes vers la prochaine question qui est un petit peu plus le moment présent. Regarde aussi. Avec, justement, c'est tous les voyages que vous avez faits, puis un peu cette recherche de l'inconfort. En quoi est-ce que ça vous a un petit peu préparé pour ce qu'on vit en ce moment? On avait eu cette petite conversation-là la dernière fois où que dans un environnement où que restreint, habitué de dormir dans la voiture, tout ça. Je vous laisse partir dans la direction que vous voulez, mais en quoi est-ce que ces voyages-là vous ont un petit peu amené à être prêt pour... on n'est jamais prêt, mais à être un peu plus, à vivre ce qu'on vit en ce moment, un petit peu plus dans la douceur puis dans l'acceptation, si je peux m'exprimer comme ça. Oui. As-tu quelque chose à dire, toi? Je trouve que ça fait en sorte qu'on s'adapte mieux. Quand tu as plein d'expériences d'inconfort, je disais, tu mets des choses plus t'as une autre perspective des choses. Qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui l'est pas, Pour le confinement, nous, on était confinés pendant 5-6 mois ensemble. C'est ça. En road trip, t'es confiné, kind of. Tu vis dans des petits espaces. Oui. T'es confiné sur la route, là, tu sais. Oui, le contour, il bouge, mais toi, t'es immobile dans ta voiture. Oui. Nos 5-6 premiers mois de mariage, là, on se connaissait juste de profil. Parce qu'on passait nos journées dans la voiture. C'est bon. À gérer tes émotions, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Notre petit monde. Mais gérer, c'est ça. Je pense que la pandémie, personne n'était prêt pour ça. Là. On est encore dedans. Maintenant, après, c'est clairement qu'on n'était pas prêt à le vivre. Puis je ne pense pas que c'est non plus nécessairement l'aspiration de l'être humain que de vivre en confiné. Là. Non.
Mais je pense que les voyages, pour nous, puis là, je parle juste en mon nom, en notre nom aussi, là, je me permets, parce qu'on a eu souvent cette discussion-là, mais ça revient un peu à cette espèce sans nécessairement pouvoir tout gérer puis de tout contrôler, mais au moins d'accepter que ben, des fois dans la vie, il y a des passes qui sont inconfortables, il y a des fois il y a des passes dans la vie qui sont douloureuses, il y a des fois il y a des passes dans la vie qui sont un peu anxiogènes, puis d'accepter un petit peu ces émotions-là qui sont parfois vues très négativement, mais elles font partie de la vie, puis c'est ce que le voyage de road trip nous apprend, c'est-à-dire, ben, en ce moment, c'est une période difficile. Ça ne sera pas toujours difficile. Ça va passer. Puis, ben, essayons de tirer le mieux qu'on peut de cet épisode-là. Tu parlais de mindfulness. Oh, excuse-moi, vas-y, Ricardo. Juste pour toucher là-dessus, la même chose pour les beaux moments. Tout est temporaire. Il faut dans ce moment, serrer les dents, puis baisser la tête, puis foncer pour sortir des moments difficiles. Mais les beaux moments, les moments, le fun, ben, il faut savoir les apprécier pleinement parce que c'est temporaire aussi. Je ne veux pas être trop sombre, mais il faut autant le négatif que le positif dans la vie, il faut vivre pleinement. Oui, l'apprécier. Ça me ramène quand tu parlais de mindfulness, puis tu sais, vous faisiez des longues routes, mais Colin, votre café, vous l'appréciez, puis tu sais, c'est ça, c'est de voir ces petits moments-là qu'on ne va pas nécessairement revivre, mais qui sont là, puis qui nous sont donnés, puis tu sais, c'est ça. Chaque moment, après ça, est du passé, fait qu'autant être là, puis de le vivre, être 100%... C'est ça, tu sais. Dans ce moment-là. Ça te force absolument à vivre le moment présent comme un enfant va vivre le moment présent. Je pense que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup à travers ce voyage-là parce que tu n'as pas le choix, tes repères sont plus là, tes habitudes sont plus là, tes amis sont loin, ta famille est loin, ton cellulaire ne marche pas. Tu ne parles pas la langue, donc là, tu reconnectes, tu deviens très observateur de tout ce qui se passe à l'extérieur de toi, mais aussi à l'intérieur de toi. Là, c'est un gros moment de pleine conscience que faire ce genre de voyage-là, autant dans le positif que dans le moins positif. 100%. Puis je trouve ça beau parce honnêtement, on migue vraiment dans le flow de l'entrevue tranquillement vers les... Vous êtes bon! Vers les questions un petit peu plus développement personnel, vers les questions en rafale. Puis... je serais curieuse de vous demander, est-ce qu'il y a une peur que vous avez laissée aller récemment? Une peur? Ben moi, j'ai plein de peurs que j'ai laissées aller, là. Tu sais, la peur de ce qui va arriver demain. Je pense que ça... je me rappelle plus jeune, dans ma vingtaine, d'avoir des crises d'angoisse là, sur comme qu'est-ce que j'allais faire dans la vie, puis il fallait que je sois hot, puis il fallait une espèce d'anxiété de performance, puis dans 10 ans, je vais être rendue où, puis tout ça. Ça, maintenant, c'est ça rejoint le moment présent. Ça, cette peur-là, je la sens plus. Ça fait très longtemps que j'ai plus senti ça. Toi? J'espérais qu'on allait passer à la prochaine question, mais là, tu Mais non, au contraire, tu as le spotlight, Ricardo, prends-le. On peut y revenir. Ça peut me revient dans la tête vraiment. Je pense qu'au fil des années... Tu n'avais pas de peur. En fait, il était sans peur et sans reproche. Non, mais c'est pas ça. C'est sûr qu'il y a des choses, il y a rien qui me viennent dans la tête, mais je pense que tout ce que tu viens de dire par rapport à lâcher prise, à force des années, et les voyages qu'on a faits, je trouve que tu te fais une carapace un peu et tu apprends à lâcher prise sur certaines choses, puis relativiser des choses, puis savoir que il y a des choses dans la vie qu'on contrôle, il y en a qu'on ne contrôle pas. Fait avoir peur des situations quotidiennes ou des choses qui peuvent se présenter ou qui ne pourront pas se présenter, tu t'adaptes. Je pense que c'est ça la grande force de l'être humain, c'est de s'adapter. Fait avoir peur, c'est sûr qu'il y a des choses qui me rendent inconfortable, peut-être. Il y a rien qui me vient dans la tête, fait que pose-moi pas la question. All right, j'ai compris, on passe à la prochaine. Je pense qu'à force de... On était assez chanceux de faire plein de voyages, puis ça fait en sorte ça nous a, je ne veux pas dire amélioré, mais ça fait en sorte qu'on a évolué. Et on met des choses plus on a une autre perspective des choses.
C'est que vous prenez goût à l'inconnu. Puis la peur, c'est quoi? Souvent, c'est l'inconnu. C'est ça, la peur. C'est de ne pas être capable d'avoir un contrôle sur ce qui s'en vient. Fait qu'on a peur. Mais, ouais. C'est correct d'avoir peur. On serait un peu niaiseux de jamais avoir peur. Non, mais, non, oui, c'est correct d'avoir peur, c'est ça. Mais c'est juste de ne pas peut-être laisser la peur nous empêcher de faire des choses ou de venir nous envahir à un point tel qu'on devient comme pris dans cette peur-là. C'est peut-être plus ça que le voyage nous fait réaliser. Je reviens à mon exemple là, du village où que je pensais que c'était des zombies, des cadavres. C'est une conception complètement mentale là, où il y a d'autres situations où on s'est ramassé là, au Kazakhstan ou dans le Kyrgyzstan où on se ramassait la nuit chez des étrangers parce que, bon, on se retrouvait dans une situation un peu rocambolesque, en pleine tempête de neige dans les montagnes, puis ça n'avait pas d'allure d'être là. Puis les gens, des inconnus, nous ramassaient pour aller chez eux dormir. On avait plein de peur. On se disait, c'est sûr qu'ils vont nous poignarder, c'est sûr qu'ils vont nous essayer de nous soutirer de l'argent. Mais finalement, c'était jamais ça qui arrivait. Puis je dis pas que ça arrive pas, ces choses-là. C'est juste que des fois, nos peurs sont légitimes parce que c'est une question de survie ou tant qu'on est dans une zone inconnue. Mais si on avait juste écouté notre peur, puis qu'on n'avait peut-être pas un peu suivi notre intuition puis analysé la situation, on aurait peut-être manqué des rencontres extraordinaires puis des discussions vraiment marquantes qu'on a eues à travers ces voyages-là. Je pense qu'on n'a jamais fait le voyage non plus à ce point-là. À ce point-là, non. On a traversé l'Iran, on a passé du temps là. Ouais. Puis si on avait écouté des gens avant de partir, on n'aurait jamais mis les pieds là, on n'aurait jamais fait toutes ces belles rencontres de ce beau peuple-là. Là. Et comme tu dis, il faut analyser, il faut aller avec la tête, et pas nécessairement juste ce qu'on se fait dire. 100%. Je résonne à 100% avec ce que vous dites. Puis le voyage, justement, c'est tranquillement. On dirait qu'on baisse, pas on devient de plus en plus, on prend basé sur notre intuition, on devient meilleur à prendre des bonnes décisions. Je trouve qu'on a comme ce ressenti-là, mais c'est vrai qu'on baisse un peu nos gardes et on fait plus confiance, parce qu'on finit par avoir expérimenté, vu plusieurs choses, vu plusieurs façons de solutionner des choses aussi, parce qu'on les a vécues, fait qu'on est comme « It's gonna be all right ». Prochaine question. Qu'est-ce que ça veut dire être wild pour vous? Être wild pour nous, c'est de se laisser aller, je pense. D'embrasser le moment présent, puis pas avoir peur de se faire ridiculiser ou de se faire juger. D'essayer des choses. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va aimer, des choses qu'on va moins aimer, mais c'est d'embrasser la vie puis chaque moment qui se présente pleinement, sans trop réfléchir, mais réfléchir. Puis tu sais, je pense que ce que le wildness que le voyage nous a apporté aussi, c'est une forme de souplesse mentale, une forme où je reviens un peu à ce que tu disais, baisser nos gardes, mais je pense pas que c'est baisser nos gardes, c'est juste que on défait certains préjugés, on a certaines opinions tranchées. Nos points à la fin de nos phrases deviennent des virgules plus. Souplesse-là que le voyage nous permet, puis qui nous donne peut-être dans le regard des autres, un certain côté wild, d'aller expérimenter des choses, mais c'est peut-être plus de la souplesse. Tellement. Puis, un truc qui vous fait rire à coup sûr, on passe à un côté un petit peu plus... Ben, en lien avec les voyages ou dans la vie de tous les jours? Dans la vie. Ben, notre garçon, c'est ça. Oui. C'est son toast. Pas de la confiture, mais la funkiture. La funkiture! Depuis qu'on a un petit garçon de 2 ans, puis tous les jours, là, il sort des affaires. Mais oui, notre garçon, on le trouve drôle, mais les enfants en général aussi. On en a rencontré plein en voyage, puis un enfant, ça déclenche un sourire, un rire, il y a cette innocence, il y a justement cette vision qui n'est pas encore... qui n'est pas dans un moule ou qui n'est pas formaté. Là. Ses envies, spontanées. Indien, tragique, anglais, canadien.
comme tu dis, c'est sincère, puis c'est ça. drôle. Quelques questions encore. Complétez la phrase « Je me permets d'être moi quand? » Ben moi, je me permets d'être moi quand j'étais avec Ricardo. Ça va les mains. Vous êtes fait pour être ensemble. Oui, c'est ça. Excellent. Prochain road trip, ça va être où? Une fois que la situation va le permettre? Prochaine road trip, éventuellement en 2027, à l'épicerie, mais avant 8 heures. Non, même pas, parce qu'on n'a pas de voiture. Mais prochaine road trip, je pense l'Afrique. J'ai eu la chance de commencer un road trip en Afrique en 2010. Puis, c'est des circonstances faites en sorte qu'on ne l'a jamais complété. Mais la voiture est toujours là dans un village quelque part, je pense. On l'a laissée en fait. Fait que j'aimerais beaucoup ça qu'on retourne un jour faire l'Afrique. Mais il y a aussi d'autres projets qui nous intéressent. Ouais. On a fait beaucoup de road trips sur la route, sur 4 roues ou sur 3 roues, ou des fois sur 2 roues aussi. On a fait des petits bouts en moto. Mais je pense puis ça fait écho à d'autres invités que tu as eus à ton balado, à ton podcast. On les salue. Andra Loa. Wow, ouais, ça serait de suivre leur exemple puis de faire un sea trip, sur un voilier peut-être, ou sur un... On cajole ce projet-là peut-être pour plus à long terme. C'est une autre façon de vivre, mais en même temps, ça viendrait encore une fois rajouter à toutes vos belles expériences que vous avez déjà eues sur la route. Là, ça va être en mer. Puis dites-moi, où est-ce qu'on peut vous suivre si les gens veulent prendre contact avec vous, vous poser des questions sur XYZ éléments du road trip ou autre, ils vous ont juste aimé. C'est une question pour toi, là. Oui, c'est ça. On n'est pas super sur les réseaux sociaux. On est sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas... c'est vraiment la première fois qu'on parle de nos aventures parce qu'on n'a pas d'ambition mercantile ou quoi que ce soit en lien avec ça. C'est vraiment des expériences et des aventures personnelles puis de couple. Mais disons qu'avec le confinement, on a eu envie de revivre ça. Puis c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Ça nous permet de voyager entre les 4 murs de notre maison. Mais sinon, si les gens veulent nous poser des questions, on a... moi, je suis sur Instagram. Donc, Tatiana, vous pouvez sur Instagram. Donc, ça, c'est facile de me rejoindre. Ou sinon, on a aussi un petit site web qui était notre carnet de notes qui s'appelle We Are TR. Magnifique. J'invite vraiment les gens, guys, à aller voir ça. Les photos sont magnifiques. Texte en français, certains en anglais, d'autres. Donc, vraiment, vos photos sont magnifiques. Merci. Ouais. Je vous remercie énormément. Honnêtement, j'ai aimé l'appel screening. J'ai tout autant aimé le podcast d'aujourd'hui. Vous êtes vraiment un beau couple, une belle famille. Je vous souhaite des aventures, autant, comme on l'a dit, sur la route que 2 roues, 3 roues, 4 roues, 6 roues, 10 roues, on ne sait pas. Et sur la mer, mais chose sûre, on garde contact. Puis au plaisir de vous recroiser. Merci à toi, Maude. Merci pour faire cette émission-là, puis nous permettre de voyager comme ça avec... à toutes les semaines. À toutes les semaines. Merci à vous. Bye-bye. Bye.